OK, donc une précision que je voulais apporter là, à cette slide-ci, là, que j'ai pas mentionné dans la dernière vidéo, je pense que c'était pas clair, là, mais pour les fonctions pures, ok, non seulement ça permet pas la lecture des variables, mais c'est aussi son écriture. Donc j'avais pas précisé là, que c'était qu'on pouvait pas aussi écrire dans ces variables d'état-là, donc non seulement lire et on peut pas écrire, donc en quelque sorte c'est encore plus restrictif que view, parce que les fonctions view, ça dit qu'on peut lire les variables dans les états de la chaîne, mais on ne peut pas écrire là-dessus. C'est read-only. Et ça, c'était déjà gratuit. Donc évidemment, Pure, c'est gratuit parce que ça ne permet pas de modifier l'état de la chaîne. Mais en plus de ça, ça ne permet même pas de lire l'état de la chaîne. Donc quand une fonction est pure, c'est comme une fonction qui calcule quelque chose là, de façon isolée. Donc c'est quoi l'avantage de définir qu'une fonction est pure? C'est évidemment c'est pour que ça soit gratuit, mais aussi pour indiquer que cette fonction n'a même pas besoin d'être exécutée dans un full node qui connaît l'état complet de la chaîne, parce que ça ça va jamais lire l'état de la chaîne quand ça exécute. Donc c'est encore plus simple. Ok, bon, maintenant on va parler d'Oracle. Donc imaginons que dans les contrats, là, souvent ce qui se passe, c'est on a besoin d'injecter des données externes. Ok, il y a une partie des données qu'on peut lire directement dans la blockchain, donc les balances d'Ether, des choses comme ça. Mais il y a aussi des données qui sont pas là, c'est des données externes qui viennent là, du monde physique ou qui viennent d'autres sites web, des choses comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut insérer ces informations-là dans notre contrat? Parce qu'on veut développer une application qui est capable, par exemple, un contrat intelligent capable d'interagir avec le monde externe, le monde à l'extérieur d'Ethereum. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, faire des paris sur un match de hockey. Donc, je peux facilement écrire un contrat intelligent qui va recevoir des paris en Ether, ok, donc permettre à n'importe qui de soumettre un pari sur un match de hockey, dire c'est combien d'argent tu mets, puis tout ça, puis tout ça. Puis le contrat intelligent peut facilement là, gérer l'argent, collecter l'argent, geler les fonds, s'assurer que tout le monde a vraiment l'argent qu'il possède, que c'est vraiment transparent là, comment l'argent est géré et comment euh, les paiements vont être effectués. Donc, ça peut être vraiment transparent, là, expliquer c'est quoi le système de payout, là, combien d'argent tu reçois pour tel résultat, des choses comme ça. Ça peut être vraiment transparent. Donc, il y a vraiment une utilité à utiliser une blockchain, un contrat intelligent pour gérer un système de paris comme ça. Mais c'est quoi le problème? Ben, c'est évidemment que le contrat, afin de calculer les paiements, a besoin de connaître le résultat du match. OK? Puis le match de hockey, c'est pas quelque chose qui se passe là, direct sur la blockchain, c'est quelque chose qui se passe dans le monde physique. Donc, comment on capture ça, puis on le met dans Ethereum pour que le contrat intelligent est capable là, de traiter là, les paiements là, selon le résultat du match. Donc, si j'avais là, imaginons là, que je faisais une solution naïve, là, je développe mon propre site web là, de paris, de match, puis ça n'utilise pas la blockchain. Ben, la façon que je ferais ça, c'est probablement, peut-être j'utilise là, une source réputée là, d'informations. Donc, par exemple ici, là, on aurait RDS. Okay? Imaginons que RDS, Réseau des sports, a un API, puis dans l'API, qui permet là, d'obtenir les résultats de match. Puis on sait que RDS est une source réputable d'informations sportives. Donc, si on utilise son API pour aller obtenir les résultats du match, ça doit être correct. On devrait faire confiance à ça. Okay? Donc, je pourrais penser, ok, je vais faire ça dans quand je développe ma version sur blockchain avec un contrat intelligent, je vais faire la même chose que ce que je fais normalement, c'est-à-dire utiliser l'API de RDS. Donc là, peut-être dans mon contrat intelligent, j'ai une fonction là, pour distribuer le paiement des paris, puis j'appelle tout simplement l'API d'RDS pour savoir c'est qui le gagnant du match. OK? Donc, ça sonne raisonnable de faire ça, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. OK? Donc, c'est quoi le problème avec à programmer un contrat intelligent qui appelle directement des API comme ça? Ça serait quoi le problème? Donc, je vous laisse quelques moments pour penser à ça. Et je vous donne une astuce, là. Pensez réplication d'état machine. OK? Donc, c'est quoi le problème d'avoir un API comme ça qui contacte un site extérieur pour obtenir une réponse et ça, cet appel d'API est directement intégré dans le code de mon contrat. Donc, la réponse, c'est le non-déterminisme. D'accord?
C'est-à-dire que, si vous vous souvenez, là, le full node qui appelle, qui propose son bloc, d'accord, a exécuté le code de contrat de toutes les transactions, incluant, imaginons une transaction qui appelle la fonction distribute price. Donc, quand lui, au moment où le full node a exécuté sa transaction, afin de déterminer c'est quoi l'état de la chaîne pour son bloc, c'est là qu'il aurait fait l'appel à cette API. Et là, il aurait créé son bloc, il aurait miné le proof of work, il envoie son bloc à tout le monde, et là, les autres machines vont tous, ok, quand ils vérifient le contenu du bloc, contacter le même API RDS pour exécuter cette transaction-là et obtenir le même résultat là, que celui qui a été calculé par le mineur qui a miné le bloc. Donc, c'est un problème de scalabilité parce que l'API de RDS va être contactée par 10 000 machines une fois que le bloc est miné. Hein? Donc, chaque fois qu'il y a une transaction qui nécessite cet appel, ça va être exécuté 10 000 fois parce qu'il y a 10 000 machines dans le monde qui essaient de revalider toutes les informations à cause de la réplication d'état machine. Donc déjà, il y a un problème de scalabilité. On ne veut pas faire 10 000 appels pour chaque transaction. Et l'autre problème, c'est le problème non déterminé. C'est-à-dire que si RDS tombe en panne ou se fait hacker ou si RDS c'était par exemple une source qui est non réputable d'informations et qui dit un peu n'importe quoi à n'importe qui, ou par exemple si la source reconnaît qu'en fait elle est appelée dans des contrats intelligents puis qu'à ce moment-là elle peut manipuler le consensus en retournant des réponses différentes à des nœuds différents, ben là on vient de détruire le consensus. Parce que là, les machines font l'appel, ne reçoivent pas les mêmes réponses, et là, ils vont pas être capables de valider le bloc, le bloc du gagnant, parce que l'état de la chaîne n'est pas pareil à cause qu'elle a été modifiée par cet appel d'API. Okay? Donc, c'est très dangereux d'appeler des API directement dans un contrat intelligent, parce que ça introduit trop de non-déterminisme. Donc, c'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Ce genre de développement n'est pas acceptable pour un contrat intelligent. À la place, on va utiliser un patron de conception qui est unique pour les contrats intelligents qui s'appelle les oracles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans les oracles? On va avoir, à la place d'avoir le contrat de paiement ici qui contacte directement un API externe RDS pour recevoir les résultats, non, le contrat va à la place appeler un oracle pour obtenir le résultat des matchs. Okay? Et donc, c'est plus un appel externe, c'est un appel à un autre contrat. Et ce contrat-là, quand il est appelé, va lire des informations qui vont être écrites sur la blockchain. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'une façon d'écrire les résultats de match directement dans la blockchain. Okay? Et donc, une fois que les résultats de match sont écrits dans la blockchain, ben là, à ce moment-là, quand les contrats vont lire cette information-là, c'est plus une information qui est muable, d'accord? Parce que l'information est écrite dans la blockchain. Donc là, essentiellement, ce qui se passe, c'est que la personne qui maintient le contrat de l'oracle, c'est lui qui va faire... donc, ce qu'on appelle le gestionnaire de l'oracle va faire des appels à l'API d'RDS et à travers ces API-là va connaître le résultat des matchs, va envoyer des transactions au contrat de l'oracle qui va dire par exemple appeler une fonction de write match result, l'identifiant du match et le résultat, donc qui est le gagnant du match. Donc des transactions sont envoyées dans le réseau Ethereum avec les résultats de match. Donc là, une fois que ces résultats de match sont écrits dans le contrat de l'oracle, ben là, le contrat de paiement là, des paris peut juste lire cette information-là immuable directement des contrats et il n'y a plus de non-déterminisme à ce moment-là. Okay? Parce que on lit l'information une seule fois à la source qui est RDS, on écrit cette information-là dans la blockchain et là, à partir de ce moment-là, c'est clair là, quel est le résultat pour tout le monde. Il n'y a plus de déterminisme. Il n'y a plus de non-déterminisme. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne dans Ethereum, avec ce patron de conception qui s'appelle les oracles. Bon, il y a toujours un problème avec
les oracles qu'on ne peut pas résoudre. Okay? Et le problème, c'est celui du garbage in, garbage out. C'est-à-dire que le compte Ethereum ici, là, qui maintient les données de l'oracle, donc ce contrat d'oracle va autoriser un compte Ethereum à écrire des données dans l'oracle. Okay? Donc c'est-à-dire qu'il va déléguer essentiellement à ce compte-là d'envoyer les résultats de match à l'oracle. Ben, ce compte-là peut faire n'importe quoi essentiellement. Tout le monde fait confiance que ce compte-là écrit la bonne information et là, tout le monde se base exactement sur l'information écrite par ce compte. Donc, si le compte est compromis, ça va affecter l'intégrité là, de l'application de contrat. Donc, ça, c'est un problème parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le contrat écrit n'importe quoi en entrée, ben, c'est pas parce qu'on utilise la blockchain ne fait pas faire des miracles à ce moment-là. Si l'information de base, c'est de la poubelle, okay? C'est de la fausse information, utiliser la blockchain, ça ne va pas rendre la fausse information vraie. Parce que la blockchain n'est pas capable là, de valider une information qui est externe. Elle peut juste faire confiance que l'information externe est bonne. Donc, c'est pour ça qu'on dit garbage in, garbage out. Si l'information qui rentre est faussée, ben, ça va fausser tout le reste du processus. Oui, le contrat va exécuter de façon correcte, mais selon l'information d'entrée. Donc, il faut vraiment être sûr que l'information d'entrée est bonne. Et ça, c'est un gros défi pour les blockchains. Okay? Comment est-ce qu'on s'assure que cette information qui rentre dans la blockchain est vraiment fiable? Okay? Donc, pour certaines situations ici, là, comme des résultats de match, c'est peut-être pas si difficile que ça d'obtenir un bon résultat. Mais pour des données qui sont moins fiables, comme par exemple des lectures de capteurs IoT, ou ça peut être là, vraiment des données subjectives comme des opinions ou des choses comme ça, ben là ça complique les choses. Okay? Donc, il faut faire attention. Et dans votre projet, si vous avez besoin d'oracle, portez vraiment attention à ça. Ok, un autre aspect intéressant dans les contrats intelligents, c'est utiliser la jetonisation des données. Ok, donc essentiellement un jeton, c'est un concept là, général de crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie, c'est vraiment pour représenter de l'argent qu'on peut utiliser pour payer des choses. Mais de façon générale, on peut dire qu'une crypto-monnaie, c'est un jeton qui représente donc n'importe quel bien en crypto. Okay? Donc, ça peut être la monnaie, ça peut être des biens physiques, ça peut être des objets de collection, etc. etc. Okay? Donc, n'importe quoi n'importe quel bien, okay, propriété on peut le digitaliser en crypto jeton. Donc, il y a 3 standards qui existent dans Ethereum pour implémenter des jetons comme ça. Il y a le standard ERC20 qui est pour les jetons non fongibles. Donc, on appelle ça aussi des FT, Fungible Tokens. Donc, ça, c'est vraiment comme la crypto-monnaie. Donc, on a déjà parlé de fongibilité avant. Donc, les jetons non fongibles, c'est-à-dire que chaque jeton individuel n'est pas distinguable entre eux. Okay? Donc, mon Bitcoin puis ton Bitcoin, ça vaut la même chose. On ne peut pas les distinguer. Ça, c'est des jetons non fongibles. ERC 721, c'est des jetons fongibles. Donc, pardon, je me suis trompé dans les définitions. Ça, c'est ERC20, c'est des jetons fongibles, donc des FT. ERC 721, c'est des jetons non fongibles, okay, des NFT, Non-Fungible Token. Donc, quand c'est non fongible, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils sont distinguables entre eux. Okay? Donc, c'est par exemple, moi, j'ai un titre de propriété pour ma maison. Tu as un titre de propriété pour ta maison, donc j'ai un jeton qui représente ma maison, toi tu as un jeton qui représente ta maison, c'est pas fongible. Là. Ma maison et ta maison sont pas équivalentes, sont pas la même valeur, sont pas les mêmes caractéristiques, nombre de salles, etc. Donc, on peut pas dire que c'est fongible. Donc, à ce moment-là, on devrait adopter le standard ERC 721 pour implémenter là, notre application là, de registre de propriété. Et finalement, on a le standard ERC 1155 qui est un standard généralisé là, moderne qui essentiellement encapsule là, le 20 et le 721 qui permet de définir du NFT, du FT, même du semi-fongible, c'est-à-dire avoir plusieurs catégories de jetons, par exemple des jetons qui représentent par exemple la monnaie américaine, des jetons qui représentent la monnaie canadienne, tout ça. Ben là, tous les dollars américains sont fongibles entre eux, tous les dollars canadiens sont fongibles entre eux, d'accord? Donc ERC 1155 permet de définir, faire des implémentations avec qui possèdent multiples jetons dans un contrat. Okay? Et donc les standards ont un API standard qui permet de définir certaines fonctions, qui permet de transférer des jetons, connaître la balance, autoriser quelqu'un à dépenser notre argent, des choses comme ça.
OK, donc tout ça c'est tout pour l'aspect programmation. Donc maintenant l'aspect gaz, OK, donc on a développé notre code, on l'a compilé en bytecode, qu'est-ce qui se passe? OK, donc là notre contrat va être, une fois qu'une fonction est appelée par une transaction, va invoquer une instance du EVM, donc la machine virtuelle d'Ethereum, pour exécuter notre code. OK? Et donc là, quand le EVM démarre, il va avoir une copie de notre bytecode, mais il va aussi donc définir plusieurs structures de données, plusieurs structures de mémoire pour enregistrer les données qui sont liées à notre exécution. D'accord? Donc premièrement, le EVM donc, est capable de comprendre donc, les instructions de bytecode. Donc il y a un ensemble d'instructions qui est lisible, exécutable par la machine virtuelle, qui est environ 180 opcodes. Donc notre bytecode contient des séquences de opcodes. Donc ça, c'est exécutable et c'est Turing complete. Donc, c'est-à-dire que ça peut... n'importe quel programme peut être exprimé là, avec ce langage de bytecode. En plus, on a 3 types de mémoire. Donc, on a la mémoire stack ici. C'est très similaire à la mémoire là, stack de Bitcoin. Okay? Essentiellement, ça permet ça permet la même chose que la mémoire stack de Bitcoin, donc d'insérer des données et de les retirer du stack. Et c'est une mémoire volatile, donc c'est-à-dire que une fois que la transaction est terminée d'exécuter, là, on efface la mémoire stack. C'est pas persisté là, nulle part. La mémoire volatile ici, donc, qui permet donc d'enregistrer de définir et d'écrire des variables qui sont temporaires pour la transaction et donc de les réécrire dans ces variables-là et une fois que la transaction est terminée, on enlève là, cette mémoire vive. Et finalement, storage ici. Donc storage, c'est ça ici. C'est la mémoire qui est persistante, non volatile. Donc c'est l'état de la chaîne qui est incluse là, dans le Patushar-Merkle tree là, que j'ai expliqué, qui est maintenu par les full nodes. Okay? Donc ça, c'est la mémoire qui est maintenue et modifiée à travers chaque bloc. Mm-hmm. Donc ça, c'est non volatile. L'autre chose qui n'est pas volatile, évidemment, c'est le bytecode. Parce que quand le code d'un contrat est déployé dans une transaction, donc la transaction va contenir le bytecode, et donc le bytecode va être essentiellement enregistré dans la chaîne de blocs de façon immuable. Okay? Donc ça, cette information-là est dans la blockchain à tout jamais. Donc, et ça ici, c'est les différentes fonctions pour interagir avec ces 3 types de mémoire. Okay? Donc, S-store, S-load, c'est pour la mémoire persistante. M-store, M-load, c'est pour la mémoire non volatile. Puis on a aussi le core data load ici. OK, donc, maintenant qu'on connaît ces 3 types de mémoire, on peut comprendre un peu mieux comment le gaz fonctionne. Donc, ici, il y a un lien ici qui vous explique c'est quoi le coût de gaz qui est associé à chaque opération. Et essentiellement, l'idée, c'est que quand la machine virtuelle roule le contrat, elle est instrumentée et va maintenir un compteur qui additionne le coût de gaz de chaque opcode. À la fin, on va avoir un montant total de gaz. Et ce montant de gaz est multiplié par le gas price, qui est en GWAI. Donc, le montant, l'unité du gaz, c'est le gaz. C'est multiplié par du GWAI. Ça nous retourne un montant en Y. Le montant en Y, c'est le coût en Ether qu'il faut payer pour. C'est le frais de transaction à payer par l'utilisateur qui a appelé la fonction. Donc, le coût de chaque opcode est hard-coded, c'est écrit dans le code d'Ethereum, dans le protocole. Okay? Donc, la liste ici vous explique tous les opcodes présentement. Des fois, c'est modifié avec des nouvelles versions d'Ethereum, mais c'est transparent. Tout le monde connaît exactement c'est quoi le coût de gaz pour chaque opcode, et ça fait partie aussi là, des données à vérifier. C'est-à-dire que quand quelqu'un mine un nouveau bloc et m'envoie le bloc, et moi je suis un mineur qui valide le bloc proposé par quelqu'un d'autre, ben une chose que je fais, c'est aussi vérifier là, que le coût de gaz est correctement calculé, que tous les frais de transaction sont exactement pareils pour pouvoir accepter le bloc. Sinon, je dois le refuser, il y a une incohérence.
Donc, dans les opcodes, il y a évidemment là, les fonctions là, pour enregistrer de l'information dans la mémoire, dans l'état de la chaîne et dans la mémoire vive ici. Donc, ces informations-là, ça coûte un certain montant, dépendamment là, du nombre d'octets qu'on veut écrire. Et évidemment, le S-Store, c'est très très coûteux parce que c'est de la mémoire persistante. Là, okay? Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait minimiser le plus possible pour éviter les frais là, extrêmes, alors que les autres, le stack et la mémoire sont vraiment, vraiment peu dispendieuses. Donc à ce moment-là, ça c'est facile à utiliser. Donc, ça c'est un défi là, pour les développeurs de Smart Contract Solidity pour Ethereum. Ils doivent reconnaître le fait qu'il y a des frais de transaction et ça encourage essentiellement les développeurs là, à vraiment optimiser leur code, à minimiser le montant d'informations à écrire dans l'état de la chaîne pour que leur code coûte le moins cher possible parce qu'en fin de compte, c'est les utilisateurs qui payent pour les transactions. Donc, si le développeur ne fait pas une bonne job et rend les transactions trop payantes, trop chères, ben, les utilisateurs vont simplement pas utiliser vont jamais utiliser les fonctions, vont jamais accepter d'utiliser l'application parce que ça coûte trop cher. Okay? Donc, c'est dans les intérêts du développeur de vraiment minimiser ça. Et donc, c'est la même chose pour vous quand vous allez développer votre projet. C'est dans votre intérêt aussi là, de minimiser le coût de gaz de votre application. Donc, un autre aspect aussi, c'est en termes d'optimisation, c'est le compilateur va le plus possible essayer d'optimiser le bytecode pour minimiser le coût de gaz. Okay? Mais pour pouvoir aider le compilateur à faire son travail, il faut maximiser l'utilisation des différentes propriétés de Solidity, donc définir les bonnes visibilités, les bons types, tout ça et tout ça. Donc le code va quand même fonctionner si vous définissez tout est public, tout est writable. Imaginez que vous oubliez d'écrire pure view, puis private, external, des choses comme ça. Ça va quand même fonctionner, mais le compilateur va pas pouvoir optimiser votre code de la bonne façon, et donc votre code va coûter plus cher en gaz. Donc, encore une fois, vous avez intérêt à optimiser votre code le plus possible. Donc, pour tout ce qui est gaz, comment est-ce que vous pouvez donc valider estimer les coûts? Donc, une façon, c'est d'utiliser le Ethereum Gas Station ici. Donc, en tant qu'utilisateur, c'est la même chose que dans Bitcoin, c'est-à-dire que si je suis impatient, je veux avoir ma transaction confirmée rapidement, mais je vais payer plus cher en coût de gaz. Si je suis patient, je peux attendre plus longtemps avant que ma transaction rentre dans un bloc, mais là je peux réduire mon coût de gas price. Okay? Donc ce site-là vous permet d'estimer un peu c'est quoi le montant de gas price que vous devez mettre pour avoir un certain temps de confirmation. Ok, donc on va arrêter pour cette vidéo et dans la prochaine vidéo, on va parler de IPFS.